Bonsoir à tous. À la une de ce journal, de l'électricité dans l'air en Guinée-Conakry, dans l'attente des résultats officiels de l'élection présidentielle. La résidence de Cellou Dalein Diallo, principal challenger du président sortant, a été placée sous surveillance policière. Les tensions montent dans la capitale de la République de Guinée. Nous ferons le point au cœur de ce journal avec nos envoyés spéciaux. Human Rights Watch dénonce le silence coupable des organisations africaines et régionales sur la répression de l'opposition politique au Cameroun et les multiples abus à l'encontre d'activistes dans le pays. Cette organisation internationale égrène de nombreuses violations des droits de l'homme enregistrées durant les manifestations du 22 septembre 2020. Nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce calvaire que vivent les populations dans le département du Ndonga-Menton et du Mbuyi sur les routes impraticables, en passant par plusieurs localités. Elles peinent à pouvoir rallier les centres urbains afin d'écouler leurs produits agricoles. Là-bas, les prix du transport ont quadruplé au grand désarroi des populations. De nombreux véhicules tombent en panne dans des bourbiers géants sur ces routes dans la région du Nord-Ouest. C'est le constat que font Mathilde Akemazou et Xavier Foka dans ce reportage. Ce camion qui a les 4 roues en l'air et ayant déversé tout le contenu de sa cargaison sur cette route dans la localité d'Ndjeyou est l'un des exemples de souffrance endurée au quotidien par les usagers de cette route qui relie les départements du Ndonga-Menton et du Mbuyi dans la région du Nord-Ouest Cameroun. Depuis 1988, il n'y a pas de route ici. En dehors de la crise, l'un des problèmes majeurs ici, c'est le mauvais état des routes. Les voitures tombent ici plusieurs fois par jour. Nous payons et des gens creusent avec les mains. En cas d'accident comme c'est le cas ce jour, les usagers se battent comme ils peuvent, pendant que les autres véhicules sont obligés de faire la queue, qui parfois peut durer plusieurs jours, alors que cette route permet de desservir la localité de Ako, frontalière avec le Nigeria voisin. Nous avons tout essayé en vain. Tous les jours nous creusons à main nue sans succès. Impuissants face à cette situation, ces usagers appellent le gouvernement à leur venir en aide. Que le gouvernement nous aide à réhabiliter cette route. C'est une route frontalière et elle fera du bien à tous. Cette route dessert plusieurs villages jusqu'au Nigeria. L'état de cette route ici à Ndjeyou est sensiblement le même dans plusieurs autres localités et coins du pays. Au cœur de l'une des régions les plus riches en ressources forestières au Cameroun, les populations broient toujours du noir. L'avènement d'une unité forestière aménagée à Beta-Reoya n'a rien changé dans leur quotidien. Au contraire, ce sont les exploitations illégales des essences forestières rares et le non-reversement des revenus destinés aux populations qui posent problème. Que se passe-t-il à Beta-Reoya, dans la région de l'Est? Qui tire les ficelles? Dans le cadre d'une enquête menée sur les méandres de la corruption et de l'exploitation illégale du bois, je propose de suivre ce reportage, cette enquête signée Marcelin Gansop. Nous, on refuse de vivre pas correctement. On ne veut pas vivre pas chez nous. La colère d'un chef de village face aux nombreuses difficultés que rencontrent ces populations. Sa Majesté Dieudonné Manissara est d'autant plus furieux qu'il vient de mettre sous terre un de ses notables, décédé dans des circonstances déplorables. Le centre de santé que les populations ont cotisé pour construire, n'ayant pas le minimum nécessaire pour soulager leurs souffrances. Si nous mourons, quand vous voyez les gens, on a trouvé les gens groupés là. C'est mon notable du village qui est mort. Pourquoi pas s'il n'y a pas les remèdes pour lui soigner? Si on a la forêt communautaire, on peut décanter cette situation. On va enlever une partie, on paye les remèdes pour aider le village. Au village Lingim, un des plus pauvres de l'arrondissement de Betare-Oya, dans le département du Lom et Djirem, les populations croient dur comme fer que l'attribution d'une forêt communautaire leur permettrait de résoudre la plupart de leurs problèmes. Ce qui nous dérange, des fois on a les vivres, pas moyen de libérer ces vivres, aller vendre. Puisqu'on est enclavé, vous voyez, il n'y a pas de route.
Chez nous, ici, même le vélo ne peut pas circuler. Donc, nous sommes là, on demande la route. Chaque année, on demande la route. Et nous sommes à côté de la Chanaga. On a les mounmout. Tous les enfants sont toujours malades. Même les grands, pareil. On a les palus, les mounmout nous bouffent. On n'a pas encore l'école. On venait d'envoyer tous nos enfants en ville. Des fois, la navette tombe en panne. La navette qui nous aide, ça tombe en panne. On est obligé de les faire marcher ici à pied, 14 km, pour aller emprunter la couchette à tête. Il est inadmissible que dans un Cameroun qui se veut émergent en 2035, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route à Liguim. Un centre de santé que nous avons construit par rapport au PNDP et qu'on nous a imposé une forte somme, une contrepartie financière de 633 000. Et c'est à partir de cette forêt que nous avons acquis cette somme. Parce que nous avons fait le sillage sauvage. Nous espérons de la forêt communautaire l'amélioration de nos conditions de vie. Sauf que le projet est torpillé par certains au profit de la création d'une unité forestière d'aménagement. Ce à quoi les villageois s'opposent fermement. Quand on parle des affaires de forêt communautaire, les gens qui sont comme les préfets, les sous-préfets, on les dit depuis 1 an, on les dit qu'on ne veut pas UEFA. Quand ils viennent, ce n'est que le problème de UEFA. C'est-à-dire que quand nous on les parle, c'est comme si c'était autour. Ils ne comprennent pas ce que nous on les parle. UEFA travaille par où on ne voit rien. La forêt communautaire, ça va nous aider, ça va décanter notre situation. Quand on dit qu'on ne te veut pas, tu laisses. Quand tu veux une femme dit non, tu vas forcer, n'est-ce pas, l'État va te mettre en prison. Le village Lingim n'est pas seul dans cette bataille. À Bitom et à Tête d'éléphant, l'on magnifie les bienfaits de la forêt communautaire. À la différence de Lingim, qui n'a pas bonne mine, ces deux villages disposent de quelques infrastructures sociales de base, lesquelles ont été construites grâce aux fonds générés par la gestion de leur forêt communautaire. Au départ, on a fonctionné avec 300 de classes. Et 300 de classes qui abritaient plus de 500 élèves. Donc on avait beaucoup de difficultés pour que les enfants soient dans des salles. Ils étaient comme la sardine, comme on dit vulgairement. Avec ce don, on m'a donné 2 salles de classe, un bureau directeur où je suis à l'aise maintenant. La case communautaire, comme son nom l'indique, sert des réunions. Il y a de cela 2 ans avant, c'était sous des hangars en natte qu'on tenait des réunions. Nous n'étions pas vraiment sous des places confortables comme celle-ci que nous avons aujourd'hui, grâce vraiment, j'insiste dessus, à la forêt communautaire qui reste à jamais un facteur de développement. À Bitom, Tête d'éléphant et Lingim, l'on voit d'un très mauvais œil la création d'une unité forestière d'aménagement. Ce d'autant que dans les villages qui en ont fait l'expérience, le sous-développement a plutôt pris du galon, là où les populations espéraient une amélioration considérable du cadre et de leurs conditions de vie. Nous sommes tous bantous, on dit le doigt qui veut enlever le ver blanc dans le palmier doit être souple. Ils sont venus très souples en nous promettant des choses et tout. Et nous on sait que ça ne va jamais arriver. C'est parce qu'ils veulent quelque chose. Dès qu'on dit oui, ils ne peuvent plus accepter. Là où la CEF est en train d'exploiter, il y a l'UEFA là-bas, les gens de Woutchaba souffrent. Ils ne bénéficient de rien. Après 20 ans d'exploitation, plus de 20 ans, à côté de ça, il y a Metep, à côté de ça, il y a les autres zones comme Guéré là-bas, que l'UEFA est passé. Nous, on ne voit rien, on n'a vu pas de concrétisation. Plutôt, c'est les gros poissons qui en font leur mangeoire. Pressé de toutes parts, le collectif des chefs de village visé par la création de l'UEFA n'est pas resté les bras croisés. Il a saisi les plus hautes autorités de la République pour exprimer sa désapprobation. Nous sommes déjà indépendants. Nous ne sommes pas en 1944 pour que quelqu'un vienne nous commander. Nous sommes chez nous. Il faut que les paysans vivent dans leur pays en paix. Pas de commandement sur nous encore. C'est ce que nous voulons, que nous allons faire. Que quelqu'un ne vienne pas nous commander. La forêt communautaire peut nous gérer jusqu'à 4e génération. Nous avons écrit au ministre en date du 11 septembre, au ministre des Forêts et de la Faune. Et en date du 13 janvier, il nous a répondu positivement que notre requête a été prise en compte. Il nous a demandé donc de déposer un dossier complet de forêt communautaire à la délégation départementale des Forêts et de la Faune. Nous avons dû engager ces dossiers. Et ce dossier est dissimulé par des cadres de l'administration qui sont là pour se servir et non pour servir le peuple. Sauf que l'entreprise, qui est en voie de se faire attribuer l'UEFA Kérelé, a de longs bras et des connexions avec certaines autorités de la République, ayant des soutiens et des relais au niveau local. D'ailleurs, nos investigations ont été perturbées par des forces de sécurité qui ont reçu des autorités administratives du département du Lom et Djerem l'ordre de nous interpeller. Conduit Manu Militari à la gendarmerie, nous serons par la suite relâchés. Une tentative d'intimidation qui n'a pas entamé notre détermination à voir clair dans cette affaire, qui est loin d'avoir livré tous ses secrets. Dans les villages concernés, les populations sont sur le pied de guerre, pendant que les autorités indexées s'enferment dans un mutisme pour le moins suspect, pour s'en prendre aux journalistes qui ne font que leur travail. Une affaire à suivre.
Une enquête signée Rodin Gassi et Marcelin Gansop dans les méandres d'une unité forestière aménagée à Betareoya dans la région de l'Est. Le gouvernement est-il indifférent à la situation des centaines de milliers d'enfants ne disposant d'aucun acte de naissance à l'extrême nord du Cameroun? Faute de ce document légal, ils ont été déscolarisés, ce qui impacte sur leur avenir. Amadou Daïrou et Jean-Paul Funès nous en disent plus dans ce reportage. Sur près de 400 000 enfants sans acte de naissance dans la région de l'extrême nord Cameroun, 378 762 élèves n'ont pu composer l'examen du certificat d'études primaires en fin d'année scolaire 2019-2020, révèle une étude du Bureau national de l'état civil, le BUNEC. Et d'année en année, le phénomène prend de l'ampleur avec l'arrivée en masse des milliers d'élèves des classes intermédiaires pour le cours moyen 2. Le préfet du Diamaré n'en revient toujours pas pour avoir lui-même vécu de ses propres yeux la triste réalité dans plusieurs localités de son territoire de commandement. Ce que nous avons vu à Gazawa l'année passée avec le gouverneur, c'était pas bien. Il n'y a pas de raison que vous faites un enfant le jour de la naissance jusqu'à son entrée au CM2. Ça doit quand même faire pour les plus intelligents 10 ans, non? Oui, on présente le concours d'entrée en 6e à 10 ans. Et pendant 10 ans, vous n'avez pas pu faire de naissance. Débattu en réunion de comité de coordination administrative et de maintien de l'ordre, le préfet Jean-Marc Ekwambarga interpelle les parents, les élus locaux et toute la chaîne de l'état civil à prendre leurs responsabilités pour l'année scolaire 2020-2021, débarrassés d'élèves sans acte de naissance. Si nous trouvons un bon consensus, nous devrons sensibiliser les parents et à la fois les chefs de quartier qui seront les responsables à connaître qui a fait un enfant dans son foyer et il doit l'appeler à aller déclarer la naissance au niveau de la mairie. Monsieur le préfet, vraiment vous êtes venu à un très bon moment pour trouver une bonne solution. Nous devons prendre des dispositions, chacun à son niveau, afin que cette année-ci, qu'il n'y ait plus d'enfants au CM2 qui présentent le concours d'entrée en 6e ou le 7 sans acte de naissance. Que les directeurs d'école des classes de CM2 nous envoient la liste de tous les élèves. Nous allons saisir les mairies, nous allons saisir la justice pour qu'on leur établisse des actes de naissance. D'après Tombal Bay japonais fils, chef d'agence BUNEC pour l'extrême nord, l'ignorance des parents, le faible déploiement des services d'état civil dans les localités enclavées, les mauvaises conditions de travail et le manque de motivation pour les officiers d'état civil constituent les principales causes de la perpétuation du fléau des enfants sans acte de naissance dans la région de l'extrême nord Cameroun, classée dernière avec 42% d'enregistrement des naissances et confection d'actes d'état civil, ce qui justifie en partie son rang de région la moins scolarisée en langue officielle dans le septentrion, avec 30,7%, suivi du Nord, 36,2%, et la Damawa, 42,2%. 4 semaines après la mise en résidence surveillée du professeur Maurice Kamto, sans aucune notification légale, Human Rights Watch dénonce la répression de l'opposition politique et les multiples abus généralisés à l'encontre des activistes au Cameroun. Dans un rapport, cette organisation internationale regrette le silence des organisations africaines et régionales sur la détérioration de la situation des droits de l'homme au Cameroun. D'autres détails avec Eric Fopoussi. Ce rapport de Human Rights Watch sur les marches pacifiques du 22 septembre dernier s'intitule « Cameroun, des chefs de l'opposition et leurs partisans détenus ». Dès les premières lignes de ce travail, l'ONG donne le ton. Elle demande la libération des personnes détenues arbitrairement ainsi que la fin de la répression des opposants. Plus loin, le rapport cite Ilaria Allegrosi, la chercheuse senior sur l'Afrique à Human Rights Watch, déclare « Les organisations africaines et régionales doivent dénoncer la répression et les abus généralisés du gouvernement camerounais. » Pour étayer ce postulat, le rapport cite l'épouse de membre du MRC arrêtée à Yaoundé le 22 septembre. La femme dit « Je me suis rendue au commissariat central où mon mari est détenu. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Il m'a dit que les policiers l'avaient battu lors
de son arrestation. Un militant du parti, pour sa part, affirme au sujet de son ami: les policiers l'ont sauvagement battu au point que son poignet est maintenant disloqué. Il est détenu dans une petite cellule insalubre avec 20 autres personnes sans lumière et avec des toilettes bouchées. Human Rights Watch focalise ainsi l'attention sur la situation de ces personnes détenues, selon elle, pour leurs opinions politiques ou pour avoir exercé leur droit de se réunir pacifiquement. Au regard des tensions de trésorerie enregistrées dans les entreprises depuis de nombreuses années, celle-ci souhaite que l'État soit sévèrement sanctionné. Dans une étude menée par le groupement interpatronal du Cameroun, les entreprises proposent la pénalisation des retards de paiement, y compris à l'encontre de l'État du Cameroun. Selon cette enquête menée par le GICAM, environ 6 entreprises sur 10 ont connu des tensions de trésorerie et ceci a impacté sur leur capacité de rentabilité et de production. D'autres détails avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Avec 729 entreprises membres, pour un chiffre d'affaires cumulé de 9 860 milliards de francs CFA en 2019, le GICAM est le premier contributeur au budget de l'État du Cameroun. Mais ces 221 075 emplois permanents peuvent parfois être en péril du fait des problèmes de trésorerie. Une étude réalisée par la Commission Amélioration de l'environnement des affaires du groupement interpatronal du Cameroun révèle en effet qu'en 2019, 69% des entreprises ont eu un problème de trésorerie. Dans 33% des cas, ce problème a mis en danger les entreprises. Les PME ont la proportion la plus importante des entreprises et ont fait face à ces problèmes. Pour 61% des entreprises, les problèmes de trésorerie proviennent prioritairement des MPI ou retard de paiement de la part des clients. 72% des moyennes entreprises et 62% des petites entreprises sont concernés. Pour 64% des grandes entreprises, les problèmes de trésorerie proviennent prioritairement de la chute inattendue des ventes et beaucoup plus des retards dans les délais de paiement ou simplement des MPI. Vu la situation handicapante pour les entreprises, 3 sur 4 sont d'accord pour la pénalisation des retards de paiement, y compris avec l'État. Toutefois, les sources de tension de trésorerie sont multiples, en plus des retards de paiement ou des MPI par les clients. L'on note la chute inattendue des ventes, une diminution importante des marges, des investissements autofinancés ou encore des redressements fiscaux. Pour garder la tête hors de l'eau, les entreprises relancent les clients en cas de retard de paiement, renégocient les délais de paiement de certains fournisseurs et clients, négocient les facilités de caisse avec les banques pour couvrir les décalages ponctuels et limités. En priorité, les grandes entreprises privilégient relancer leurs clients en cas de retard de paiement de ces derniers, soit 96% d'entre elles pour 89% qui sollicitent un découvert ou renégocient les délais de paiement de certains fournisseurs. Ces difficultés et tensions de trésorerie énoncées dans ce reportage sont contenues dans le livre blanc de l'économie camerounaise. Le document porte sur le diagnostic de la situation économique et la vision des chefs d'entreprise sur les enjeux d'industrialisation et les réformes structurelles et les priorités en matière de relance de la croissance. Après avoir sollicité une audience, Célestin Tawamba a réservé la primeur de ce livre blanc au Premier ministre. Joseph Diongouté estime que c'est une contribution originale, riche et utile. Les deux personnalités ont échangé hier à l'immeuble Étoile. Durant les échanges, le président du GICAM a réitéré l'attente forte des chefs d'entreprise pour que la loi des finances exercice 2021 donne un signal d'apaisement, une amorce de réforme et de restauration d'un climat de confiance entre l'administration et les entreprises camerounaises. Que sont devenus les rescapés de la catastrophe de Ngouaché? Un projet humanitaire porté par Alain Foka devait leur redonner du sourire et un toit, mais l'administration s'y est mêlée, le projet est au poids mort. Ces populations n'ont pas encore de toit, elles vivent dans des conditions difficiles, regrettant l'attitude de l'administration qui a bloqué ce projet. C'est un grand reportage signé Leclerc Sakem. Il y a un peu plus d'un an, à Soutondroit, la vie battait son plein. Le soir du 27 octobre 2019, la vie d'une centaine de personnes a basculé à la suite d'un effondrement qui a arraché la vie à une quarantaine de personnes. En ce lieu, comme vous pouvez l'observer, ce malheur est resté indéfini. La querelle, l'on évoque la question d'une certaine norme de construction qui n'a pas été respectée par l'instigateur du projet selon les autorités locales. Entre-temps, les misères des rescapés perdurent. Et c'est pour combien de temps encore?
bien mal acquis pourra répondre. Dans le reste de l'actualité, évoquons à présent l'impact du cancer du sein dans le département du Mungo. En l'espace de 6 mois, une trentaine de cas ont été recensés à l'hôpital régional de Nkonsamba. La plupart des malades arrivent en phase très avancée, ce qui complique la prise en charge. À l'occasion de ce mois de lutte contre le cancer du sein, des médecins insistent sur le dépistage précoce, un élément qui permettrait de multiplier les chances de guérison. Reportage et explications avec Cyril Diemba et Nadine Yambou. Détecté à un stade précoce, un cancer du sein est plus facile à traiter et permet de diminuer la mortalité de plus de 25% selon des spécialistes de la santé. Le cancer, s'il est dépisté tôt, on peut le traiter et en guérir. Mais quand on le dépiste à un stade tardif, le plus souvent, même quand on a traité, on sait que le pourcentage de décès sera toujours élevé. Mais s'il est dépisté très tôt, on a des chances d'être à 100% guéri du cancer. En Nkonsamba, dans le département du Mungo, le cancer du sein prend une ampleur inquiétante. En près de 6 mois, l'hôpital régional de la ville a déjà recensé une trentaine de cas, tous dépistés à un stade très avancé. Les cas que nous dépistons ici au niveau de l'hôpital, mais malheureusement, c'est des cas que nous dépistons assez tardivement. Quand nous les dépistons tardivement, le plus souvent, nous n'avons plus un traitement approprié parce que ça reste uniquement des soins palliatifs qu'il faut faire. Au regard de ces statistiques effroyables, il apparaît urgent pour des médecins d'aider les femmes à s'approprier des gestes techniques qui sauvent, tels que l'autopalpation des seins. Une pratique qui aide au dépistage précoce du cancer du sein. Les femmes doivent se palper régulièrement les seins et devant un miroir. Et lorsque elles observent un changement de couleur et à la palpation, si elles ont une boule, si elles ressentent une boule, elles doivent se reporter rapidement à l'hôpital. Quand on sent une boule dans le sein, il faudrait rapidement donc venir consulter pour que le professionnel de santé puisse maintenant investiguer et voir si c'est un cancer du sein ou pas. Parce que toute boule dans le sein n'est pas forcément un cancer. Dans le département du Mungo, les malades atteints du cancer du sein sont victimes de stigmatisation et voire rejetés, ce qui constitue un frein à la lutte contre cette maladie. Ajouté au manque d'éducation de la population sur les principaux facteurs de risque, tels que les antécédents familiaux, l'âge, l'obésité, le stress chronique, le manque d'exercice physique et la consommation excessive du tabac et de l'alcool. Briser les tabous et sensibiliser le grand public, c'est l'objectif de la marche sportive initiée par le personnel médical de l'hôpital régional de Nkonsamba en ce mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein. Dans le reste de l'actualité, l'ambassade des États-Unis au Cameroun annonce que les membres du conseil électoral d'Election Cameroun ont reçu des visas pour se rendre aux États-Unis afin de veiller au bon déroulement du processus électoral et d'apprécier la transparence dans l'organisation des élections américaines. Ils sont déjà aux États-Unis. Selon cette annonce faite par l'ambassade des États-Unis, certains membres du conseil électoral qui ont été sollicités pour se rendre dans ce pays afin de contribuer à la veille sur la qualité, la transparence du processus électoral aux États-Unis. L'Ordre des avocats du Cameroun vient de lever le voile sur le programme des obsèques du bâtonnier Charles Kakunte Patié. La mise en bière est prévue demain, mercredi à 15h30, au funérarium du Havre-Nord en France. Maître Atangana Bikuna Céline, Maître Atangana Bikuna Claire, bâtonnier par intérim, doit saisir officiellement son homologue du barreau du Havre qui assistera à la mise en bière en présence d'avocats camerounais présents et également la dépouille de feu le bâtonnier Charles Kakunte Patié sera rapatrié le vendredi 23 octobre 2020 autour de 17h à l'aéroport international de Douala et sera accueilli par les avocats à la base aérienne de la ville de Douala. Le programme général des obsèques sera publié ultérieurement. Et à la veille de l'arrivée de la dépouille, une session du Conseil de l'Ordre se tiendra le jeudi 22 octobre à Douala.
Cette réunion est élargie au bureau de l'Assemblée générale et au poste bâtonnier et président de l'Assemblée générale. L'Ordre des avocats compte saisir les chefs de la Cour suprême pour l'autorisation des hommages judiciaires en la mémoire du bâtonnier Charles Diakounté Patié. Dans l'escale internationale en Guinée-Conakry, les forces de l'ordre quadrillent la résidence de Cellou Dalein Diallo qui s'est autoproclamé vainqueur du scrutin présidentiel. Cette mise en résidence surveillée intervient après que le camp du président sortant ait qualifié cette sortie d'irresponsable. En clair, il y a de l'électricité dans l'air à Conakry. Les deux camps se regardent en chaîne faïence dans l'attente des résultats officiels. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Emmanuel Diop et Guy Zogo. Après la surchauffe d'hier, Conakry s'est réveillée un peu plus sereine. Les scènes de panique qu'on a pu observer après que Cellou Dalein Diallo, le candidat de l'opposition, a annoncé qu'il avait remporté l'élection présidentielle dès le premier tour. Ces scènes-là sont derrière nous. Les populations ont vaqué à leurs occupations. Les commerces sont rouverts ainsi que les établissements bancaires qui avaient fermé hier un peu plus tôt que d'ordinaire. Ici, au siège du candidat président Alpha Condé, les militants sont dans l'attente des résultats et la porte-parole de ce parti, l'honorable Domani Doré, explique que le candidat Cellou Dalein Diallo n'avait qu'un objectif, c'était celui de troubler cette élection présidentielle. Nous l'écoutons. C'est un acte assez regrettable, mais ce qui est à saluer, c'est que nous avons au moins réussi à avoir une campagne électorale assez apaisée. Et surtout le jour du vote où nous avons constaté une forte mobilisation des populations vers leur bureau de vote, ce qui encore renforce ce caractère assez démocratique qui commence à avoir un ancrage réel dans le quotidien des Guinéens, qui comprennent que désormais le choix de notre avenir doit passer par des urnes. Et c'est vraiment ce que nous saluons au niveau du RPG Arc-en-Ciel. Et encore une fois, l'acte que pose M. Cellou Dalein n'était pas inattendu pour nous, puisque nous l'avions dénoncé depuis le début. M. Cellou Dalein venait à cette élection dans le seul but de justement créer une situation qui pourrait amener ces violences qu'on a pu enregistrer dès qu'il a terminé avec sa soi-disant déclaration hier. Dans des quartiers, il y a eu des heurts et tout. Et tout ceci était justement prévenu à travers la CEDEAO et l'Union africaine qui ont eu une mission conjointe ici, où on a rencontré tous les acteurs politiques et particulièrement les candidats pour leur rappeler qu'au stade où nous en sommes, on devrait donc, en ce qui concerne chaque état-major, travailler à ce que l'on soit respectueux de cette disposition légale qui voudrait que seule la CENI ainsi que la Cour suprême restent dévolues à proclamer des résultats. Du côté de l'UFDG, à son siège notamment, la grande mobilisation d'hier lorsque Cellou Dalein Diallo a déclaré qu'il avait remporté l'élection présidentielle dès le premier tour n'est plus de mise. Seuls quelques militants sont présents ici au siège du parti dans l'attente de la proclamation définitive des résultats de l'élection présidentielle. Mais le membre du bureau politique que nous avons rencontré, M. Diallo Mamadou Bobo, explique qu'effectivement, Cellou Dalein Diallo a remporté l'élection présidentielle à la suite de la compilation des procès-verbaux des différents bureaux de vote ici en Guinée-Conakry. Nous l'écoutons. Notre candidat ne peut pas se déclarer vainqueur au hasard. Ce n'est pas possible. C'est en connaissance de cause. C'est après avoir recueilli toutes les informations, le résultat de tous les bureaux de vote de la République de Guinée, et le nombre de 16 000 bureaux, c'est à la suite de ça qu'il a compris que déjà il a gagné, n'est-ce pas? Donc pour ne pas attendre longtemps, donc il a préféré de se déclarer vainqueur dès le premier tour. Il ne faut pas que quelqu'un parle autre chose, parce qu'il y a tellement de suspense et de curiosité, donc il a préféré de se déclarer vainqueur dès le premier tour. Et si la CENI arrive à donner les résultats tels qu'elle est, tels que nous l'avons apprécié, il n'y aura pas de problème. Mais si c'est le contraire, il y aura des problèmes. Le porte-parole pour la circonstance de Cellou Dalein Diallo explique aussi que les violences qui sont survenues ne sont pas le fait des militants de Cellou Dalein Diallo, mais qu'en réalité, ce sont les forces de l'ordre qui, de manière récurrente, occasionnent des violences ici, lors des manifestations. À Conakry, pour Equinox Télévision, Emmanuel Diop, Guy Zogo.
Equinox au cœur des événements majeurs de l'actualité africaine pour vous faire vivre ces élections présidentielles à la fois en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays en Afrique subsaharienne. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Ne manquez pas ce rendez-vous à 21h. Ce sont des femmes les plus suivies sur les réseaux sociaux, habituées des clashs qui suscitent beaucoup d'intérêt des Camerounais. Quelle est leur vie au-delà des réseaux sociaux? Elle s'exprime ce soir dans l'émission Parole de femmes présentée par Julingue Nyondé. Rendez-vous à ne pas manquer. Mais avant, voici le décryptage, l'analyse des faits saillants du journal de 20h. C'est avec Serge Alain Autou et ses invités sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Sédou Dalein Diallo, vainqueur autoproclamé de la présidentielle de dimanche dernier en Guinée-Conakry, désormais en résidence surveillée. C'est du moins ce que révèlent ses proches à nos envoyés spéciaux. Les forces de l'ordre quadrillent sa résidence alors que vous avez suivi l'un des membres du bureau exécutif de son parti politique, de sa coalition, qui estime qu'ils ont compilé des résultats qui leur permettent à ce stade de ce processus électoral de déclarer leur candidat comme le prochain président de la République. Faux. Retorque le porte-parole d'Alpha Condé, estimant qu'il faut attendre les résultats officiels qui doivent être rendus publics par la CENI et confortés par la Cour suprême. Certes, la vie a repris son cours en Conakry, mais des tensions restent encore perceptibles dans plusieurs villes de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h.